les rayons et les ondes vous proposent chaque semaine les rencontres de Sophie avec celles et ceux qui font le territoire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, nous sommes à Sartilly avec Bérengère Guidet, hypnotiseuse ou hypnothérapeute. Ça va être la question de ce jour et il y aura sûrement des suites d'autres rencontres avec Bérengère. Mais pour commencer, ma question fétiche, quel est votre lien avec le territoire ? Alors bonjour à tous, donc Bérengère Guidet, je suis née en fait dans la Manche. J'ai voyagé un petit peu à l'étranger et je suis revenue en fait dans la Manche. J'ai toujours travaillé avec l'humain. Vraiment en fait ça a été le cœur de mon parcours en fait professionnel. Comment je suis arrivée jusque-là en fait en 2022, ça a été une année très particulière au niveau personnel pour moi et ce qui m'a amenée en fait à rechercher du sens dans ce que je faisais et dans mon quotidien. Et c'est comme ça que j'ai repris mes études et que j'ai changé en fait de voie. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené à l'hypnose ? Alors pourquoi l'hypnose ? L'hypnose m'accompagne moi depuis une quinzaine d'années. C'est-à-dire que j'ai trouvé en tant qu'accompagnée dans un premier temps des réponses et j'aimais la manière en fait dont cet outil fonctionne. Accompagner, ça veut dire Alors ça veut dire que j'allais en fait chez quelqu'un. Moi j'étais pas thérapeute en fait. Vous avez commencé comme hypnotisée quoi. Avant d'être si vous voulez. Oui, comme consultante, exactement. Oui. Et donc, vous alliez où ? Alors, il y a quelqu'un qui est parti en retraite. Et puis, je me déplace aussi, parce que quand on entend parler de quelqu'un de bien... Vous avez fait plusieurs J'en ai fait plusieurs. J'aime bien, oui. Et ça vous a amené à vous dire que vous vouliez faire ça. Ouais. Et alors, comment on se forme là ? Comment on se forme ? Alors, on est parti pour plusieurs mois en fait de formation en fait dans une école d'hypnose thérapeutique. Donc on peut peut-être déjà répondre à des départs où on n'attend pas la question hypnotiseuse ou hypnothérapeute. Oui, alors il y a une différence entre les deux. L'hypnotiseur en fait ça va être l'hypnose utilisée en spectacle. Là on n'échange pas d'informations en fait personnelles et c'est vraiment une expérience immersive. On va vivre en fait une expérience en fait immersive dans un lieu en fait très particulier. Le thérapeute, lui, va enclencher en fait un changement sur la durée. Donc pour cela, on a un échange en fait de toute façon plus ou moins long en fait, à plus ou moins de reprises en fait différentes, mais pour accompagner le consultant ou l'hypnotisé comme vous l'appelez, à trouver les ressources internes qui lui sont propres en fait et qui vont l'aider à sortir de la situation dans laquelle il ou elle se trouve. En gros, un hypnotiseur fait faire et un thérapeute en fait fait évoluer. Et là, le but n'est pas du tout le même. Vous dites c'est du spectacle, mais est-ce que c'est la même hypnose ou pas ? Alors, on va aller chercher un état modifié de conscience. Le jeu de mots est joli. Ouais. Donc, l'état modifié de conscience, c'est un état qui est complètement naturel de toute façon, qu'on va aller chercher effectivement dans un cas comme dans l'autre. S'il y a bien un parallèle, alors je vois un autre parallèle à faire entre les deux, une similitude, c'est que dans un cas comme dans l'autre, on ne fera jamais faire quelque chose si c'est pas ok avec la personne qui est en face de nous. Et dans le spectacle, on ne connaît pas forcément les personnes ? Ou c'est un peu préparé ? Alors, je ne vais pas révéler, on les connaît les techniques, après moi ça ne m'intéresse pas de les mettre en place, mais on les connaît les techniques, ça se travaille. Voilà. Ouais. Comment on peut être sûr qu'on ne va pas faire des choses que la personne ne veut pas ? L'état d'hypnose, en fait, donc l'état modifié de conscience, en fait, vous gardez votre libre arbitre. Ça, c'est la chose, en fait, c'est la chose de base dans nos pratiques, que ce soit d'ailleurs l'hypnose de spectacle ou l'hypnose thérapeutique. C'est qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas le faire ? On vous fera jamais faire quelque chose que vous n'avez pas décidé de faire. C'est pas du tout le principe et c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Mais est-ce que c'est la même formation pour le spectacle ou pour le thérapeute ? Non, c'est pas les mêmes formations. Non, vous n'avez pas les mêmes écoles du tout. Donc alors dites-nous, il y a des écoles
pour les hypnoses de spectacle et des écoles pour les hypnoses de thérapie? Oui, et il y a des formations, des écoles, effectivement, pour un cas comme pour l'autre. Alors, je ne suis pas du tout ni formée, ni très au courant, en fait, de l'hypnose de spectacle. Mais concernant l'hypnose thérapeutique, oui, il y a plusieurs écoles. Hein. Moi, j'ai fait, par exemple, l'ATMA à Vannes. Il y a aussi l'Arche à Paris, en fait, l'école de Kevin Finel. Vous avez aussi l'IFHE de Olivier Lecarte aussi à Paris. Il y a énormément, en fait, maintenant. Et c'est pas la même chose, ou si on retrouve, c'est les mêmes méthodes, ou il y a des grosses différences entre les écoles? Alors, il y a forcément des différences à partir du moment où le thérapeute n'est pas le même. Oui, donc chaque thérapie est différente. Mais la méthode est la même, la base. Les méthodes thérapeutiques peuvent être un petit peu différentes ou plus ou moins poussées, ou plus ou moins expliquées, plus ou moins fouillées en fait dans la recherche. Et puis je crois qu'il y a aussi différentes thérapies selon les cas, mais ça on le verra dans une autre émission. Il y a différents courants, exactement. Voilà, et selon les personnes aussi, parce qu'il y a des gens différents. Ouais. Et alors comment vous avez choisi votre école? Alors j'ai choisi mon école parce que la personne qui m'accompagnait en fait dans le secteur, c'était l'école en fait qu'elle avait effectuée. J'ai trouvé ça rassurant en fait de connaître quelqu'un qui avait fait la même école. Donc là je suis partie en gros pour 6-8 mois. En fait j'allais une semaine par mois à Vannes. Pendant 6 mois, une semaine par mois? 6-8 mois en fait, une semaine par mois. Et j'ai eu différents formateurs moi, au cours de ma formation. Ce qui était plutôt chouette, alors je vais rebondir sur ce qu'on disait justement là, c'est que nous sommes tous aussi différents, donc nous apportons tous quelque chose de différent. Donc c'est bien d'avoir plusieurs formateurs. Ouais. Personnellement, j'aime bien. Et en 6 mois, donc on peut être opérationnel? En 6 mois, vous pouvez ouvrir un cabinet. Donc il y a un diplôme, il y a un examen, comment ça se passe? Oui, il y a un certificat. Alors moi j'ai passé parce qu'en fait il y a trois socles. Il y a le technicien, le praticien et le maître praticien. Donc on passe moi j'ai passé les 3 socles en fait à la suite? Oui, de manière consécutive. Mais on peut les faire séparément, enfin vous pourriez mettre plus de temps en fait quelque part. Moi j'ai voulu consacrer vraiment un temps complet quelque part pour cette formation-là, donc j'ai réussi à la faire en 6-8 mois. Certains en fait mettent plus de temps. Quand on travaille à côté par exemple, on met un petit peu plus de temps. Et c'est quoi la différence alors entre, vous dites il y a 3 niveaux Technicien, ça va être la découverte en fait des techniques et de l'état modifié de conscience. Praticien, on va un petit peu plus loin et on découvre en fait des techniques un petit peu plus poussées. Et maître praticien, là on rentre vraiment plus je trouve dans le volet un peu plus thérapeutique en fonction de thématiques bien particulières. Donc je trouvais ça bien de faire l'intégralité en fait. Et donc vous appliquez aussi, il y a une partie apprentissage Oui, vous avez raison de poser la question. Alternance, non, comme on dit alors la formation, alors technicien c'est un peu particulier, c'est vraiment de la découverte. Donc on fait un petit peu de pratique, mais ça reste encore très théorique en fait dans l'approche. Et praticien et maître praticien, en gros la journée se passait de telle manière où on avait 2 tiers ou la moitié de la journée qui était consacrée à la théorie. Et ensuite, on passait en pratique, donc on pouvait faire entre 2 et 3 séances en fait par jour. Avec d'autres élèves alors en fait? Avec d'autres, exactement. Ouais, on croisait. Oui, alors on a tous des choses à raconter de toute façon et on a tous des choses sur lesquelles agir. Donc oui, on faisait ça en fait. Et l'examen, c'est pareil, il y a de la théorie et de la pratique ou comment ça se passe? Alors, ou c'est sur le suivi, c'est sûr. Alors c'est un suivi effectivement. En fait, vous avez au sein des socles en fait, vous avez un examen à passer en fait à chaque socle qui est théorique lui. Mais par contre la pratique, effectivement, on est évalué dans les après-midi justement d'échange. C'est une appréciation libre de la part des formateurs en fait. Mais il y a effectivement tout le monde n'a pas reçu son certificat. C'est bien de le savoir, effectivement. Moi, la session que j'ai faite, tout le monde ne l'a pas eu. Et il y a combien de réussites? Vous savez pas? Ça, je ne pourrais pas vous dire.
Et on peut repiquer ou pas? Oui, vous pouvez revenir pour une deuxième session. Donc vous avez tout fait, vous, très vite et brillamment. Bon. Et donc vous disiez, oui, vous avez toujours travaillé dans l'humain, oui, mais en fait, pas forcément dans le soin, hein, c'est ça? Alors aucunement dans le soin. Par contre, en fait, l'humain a toujours été au cœur. C'est-à-dire, par exemple, le lien que je fais, c'est que j'ai toujours eu une découverte à faire. Je travaillais en fait pour les entreprises. Enfin, je travaillais avec les chefs d'entreprise en fait, beaucoup. Quand je rencontrais un chef d'entreprise, je lui demandais pas son histoire de vie comme je fais aujourd'hui, effectivement. Cependant, je lui demandais quand même comment il avait construit sa société, quelle était la culture d'entreprise. Il y avait déjà en fait un intérêt en fait quelque part porté à l'humain et un questionnement en fait. Et vous faisiez quoi exactement? Alors la communication, non? Oui, j'ai beaucoup travaillé en régie publicitaire, enfin beaucoup de nombreuses années. Oui, donc en fait, finalement, la com, ça part quand même d'une connaissance de la société, des gens qui y sont, c'est ça. Ouais. Il y a aussi, je pense, l'acuité de la communication non verbale qui a été aussi développée à ce moment-là. Et ça, on pourrait en parler pendant des heures. Oui, alors, donc je voulais vous demander comment savoir si c'est sérieux et comment trouver le bon... parce que ça peut faire peur. Et vous avez fait le lapsus de conscience, confiance. C'est vrai, on a l'impression qu'on confie un peu là son corps et son esprit à quelqu'un. Et hypnose, ça fait un peu charlatan aussi. Et justement, peut-être à cause de ce côté spectacle. Donc, comment arriver à faire confiance? Je pense que là, en fait, vraiment, on touche au sujet où nous, je trouve, en tant que hypnothérapeute, on a le plus à démystifier en fait les choses. C'est effectivement la différence entre le spectacle et ce qui se passe au sein du cabinet. Et pour répondre à votre question, la meilleure façon de savoir si la personne va vous correspondre, parce qu'il ne se passera rien, si la confiance justement entre les deux n'est pas réelle, c'est de vraiment, en fait, moi je vous invite vraiment à regarder la manière dont les gens communiquent sur Internet, sur les réseaux, en fait, sur leurs pratiques, parce que ça vous donne déjà, je trouve, une idée de la personne qui va vous recevoir. Les sites Internet sont là aussi, de toute façon, pour expliquer nos pratiques et la manière dont nous, on le met en place, parce qu'on peut être formé au même endroit et ne pas avoir la même manière aussi de recevoir, de se comporter. Et puis, vous pouvez aussi toujours appeler dans un premier temps pour voir si ça matche avec la personne. En fait, il faut essayer et puis voir... Oui. Et si ça ne matche pas, c'est pas forcément que la personne n'est pas bien, c'est peut-être qu'elle ne vous correspond pas, c'est ça? Ah oui, alors ça, merci. Merci de bien spécifier ce genre de choses. Effectivement, ça arrive, c'est-à-dire qu'on reste un humain face à un autre être humain. Et comme dans la vie, parfois ça passe pas. Et c'est normal. Enfin, j'aime pas ce mot-là, c'est pas normal, c'est légitime, logique, et ça arrive, oui. Donc il faut tester plusieurs... sauf si on trouve le bon tout de suite. Ce qui est bien, c'est d'entendre parler de quelqu'un et de vérifier par vous-même. En fait, je prends souvent cet exemple-là, mais sur mon site internet, par exemple, il y a une ou deux photos en fait, où vous voyez mon visage. C'est tout bête, mais vous lisez des choses. Oui, vous insistez beaucoup, là, vous avez déjà dit sur le non-verbal. Sur le non-verbal, exactement. Mais en fait, je crois qu'il y a un énorme pourcentage de choses qui passent par le non-verbal. Oui. Il y a eu des études, alors plus ou moins discutées, mais en fait, on peut arriver à 90% de non-verbal. Oui, alors sur le pourcentage, je ne m'avancerai pas. Je sais que de toute façon, il y a plus de la moitié de toute façon sur le non-verbal. Ce que vous lisez dans un regard, en fait, ne pourra jamais être expliqué avec des mots. D'où le problème, c'est vrai qu'on communique beaucoup par des groupes de réseaux et par mail, etc. Et là, il manque le non-verbal. Oui. Et souvent, il y a des malentendus comme ça, à cause de ça. Enfin, là, on s'éloigne un peu du sujet. Mais on a tous vécu des choses pas sympas avec un message. Oui, on est d'accord. Oui, ou même moi, dans l'autre sens, j'envoie un message, il n'y avait pas d'a priori et la personne l'a mal compris parce que voilà, il n'y avait pas le non-verbal pour expliquer, pour calmer le jeu. Vous n'avez pas le contexte et vous n'avez pas le visuel, effectivement.
C'est pareil, hein, les 5 sens sont extrêmement importants dans une... Ah oui, vous avez une petite carte d'ailleurs, je crois, là, sur votre bureau. Oui, sur les 5 sens. Oui, sur un exercice en fait pour permettre en fait de s'apaiser quand une crise d'angoisse ou une forte anxiété effectivement arrive. Se concentrer sur une chose, une sensation, enfin les 5 sensations l'une après l'autre, c'est ça? Oui, en fait, vous commencez par repérer. Alors, c'est une psychologue clinicienne américaine qui a créé en fait cet outil-là. En fait, vous focalisez sur 5 choses que vous voyez autour de vous. Donc là, on a le premier sens. Ensuite, vous touchez 4 choses autour de vous. Vous les nommez à chaque fois. C'est bien de les nommer parce que puis 3 choses que vous entendez, 2 choses que vous pouvez sentir et une chose que vous pouvez rattacher en fait au goût, quelque chose que vous avez mangé ou quelque chose que vous aimez. Et ça vous permet en fait de repasser vraiment dans l'instant présent et de redescendre en fait au niveau anxiété. Et si on voulait expliquer un peu la différence entre... En fait, hypnothérapeute, ça se rapproche de certaines thérapies psychologiques, psychanalytiques, mais je dirais que c'est peut-être plus le corps, non? Alors, expliquez-nous. Non, en fait, alors, non. C'est complètement complémentaire. Oui. Je pense que c'est très très bien même d'avoir les 2 aspects. Oui. En psychologie et psychanalyse, vous allez analyser en fait les pourquoi. Moi, j'ai pas besoin en fait d'agir de cette manière-là, dans le sens où en hypnose, en fait, on appelle ça d'ailleurs l'hypnose ericksonienne, on appelle ça un courant solutionniste. C'est-à-dire qu'on vous prend un endroit. On part du principe quand même que quand vous arrivez ici en cabinet, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas confortable en fait pour vous. Donc on va vous prendre un endroit et on va chercher en fait les ressources internes que vous pouvez avoir pour vous sortir en fait de l'endroit où vous êtes. C'est pour ça qu'on parle de thérapie brève d'ailleurs. En quelques séances. On va pas remonter sur toute votre histoire. Ouais, c'est ça. Non. Mais après, ça reste... Alors moi, personnellement, par exemple, je l'ai fait. Cette démarche-là, elle est faite pour moi voilà, depuis quelques années. Alors c'est ce que j'allais vous dire. Donc vous disiez déjà qu'avant de faire la formation, vous aviez été hypnotisé. Oui. Et donc vous êtes suivi aussi. Et donc vous avez fait aussi la psychologie, la psychanalyse pour... Oui. Ça évite de reporter. Moi, c'est ce que j'avais appris de la psychanalyse. Il faut faire attention, les gens qui veulent faire la psychologie sans avoir eux-mêmes été passés par là, parce qu'ils ont tendance peut-être à reporter des choses personnelles sur les gens. Et est-ce que vous êtes suivi aussi? C'était ça mon autre question. Oui, et je continuerai à l'être de toute façon. Supervisé, on dit non, c'est ça? Alors, je suis supervisée et suivie par 2 personnes différentes qui n'ont pas les mêmes activités, fait, qui n'ont pas les mêmes titres. Oui. Et je trouve ça... Je crois profondément en fait au côté pluridisciplinaire en fait d'une prise en charge. On est complexe. Hein. L'humain c'est complexe. Voilà, on est d'accord. Et avec toutes les complexités que nous pouvons aussi avoir, il n'y a pas une recette qui va prévaloir en fait sur une recette miracle. La vôtre va être votre recette miracle. La mienne en est encore une autre, mais les ingrédients ne sont pas obligatoirement les mêmes. Donc c'est comme un cuisinier qui qui a plusieurs recettes, mais qui va adapter en fait à chaque fois. Exactement. Les épices sont extrêmement différentes et produisent un résultat extrêmement aussi différent. Mais je crois que quand même c'est l'hypnose, enfin on pense, et d'après ce que vous dites, là vous avez parlé des centres, c'est quand même peut-être plus corporel que d'autres thérapies. Oui. Hein? Alors après, encore une fois, ça dépend aussi un petit peu de la manière dont vous pratiquez aussi l'hypnose. Pour moi, je sais que le corporel est quelque chose d'extrêmement important, tout simplement parce qu'on vit dans une société où on est extrêmement dans sa tête, on est extrêmement à intellectualiser les choses, à rejouer aussi les choses. Et donc, le fait d'intellectualiser beaucoup, on est moins connecté en fait à son corps. Donc, redonner aussi la place au corps me paraît juste être du bon sens. Et en gros, comment se passe une séance Alors, on va dire qu'il y a 2 phases. On va commencer vraiment par discuter. Donc là, je vais appeler ça l'histoire de vie, c'est-à-dire que vous allez me raconter en fait qui vous êtes,
avec les mots que vous souhaitez et avec les détails que vous souhaitez. C'est-à-dire que si c'est trop lourd, si c'est trop... c'est pas grave, je respecte complètement, c'est OK. Donc cette phase-là, en fait, on va nommer aussi les choses. Et ce qui va, moi, me permettre dans un second temps, quand vous allez passer... Alors ici, j'appelle ça la cabane, parce qu'il y a un endroit un peu spécifique. C'est pas le divan, mais c'est un lit, cabane, ouais, c'est vrai. C'est très spécifique à cet endroit, effectivement. Mais, donc la partie qui va se dérouler dans la cabane, en fait, moi je vais réutiliser aussi le champ lexical, par exemple, que vous pouvez avoir en tant qu'accompagné, pour que ce soit le plus proche et que ce soit le plus sur mesure en fait pour vous, qui ait un véritable impact en fait pour vous. Pour qu'ensuite voilà, on passe effectivement donc de manière plus confortable dans la cabane à un moment en fait, à une séance en fait d'hypnose. Ouais. Vous servez des ingrédients, pour reprendre l'image, des ingrédients donnés par la personne pour les mettre dans l'hypnose. Le meilleur cuisinier de votre vie, c'est vous. C'est exactement ça. Et vous donnez des pistes. Ouais. Mais en fait, et tout ce qui va surgir ou pas, enfin, ça va venir de la personne, en fait. C'est ça, vous n'êtes qu'un vecteur, un stimulateur. Oui, voilà. Vous pouvez, en fait, on va pouvoir l'appeler de plein de manières différentes. Mais nous allons être, en fait, en tant que thérapeute, des accompagnants, en fait. Ma voix, en fait, vous allez vous baser, par exemple, sur quand on part en séance, la seule chose, en fait, qui va être présente, effectivement, c'est ma voix et ce que j'ai compris de vous grâce aux mots, en fait, que vous avez utilisés, aux formulations que vous m'avez données, en fait, quelque part. On est un vecteur. Donc vous travaillez votre voix aussi, c'est important, votre voix, ouais. Non, vous aviez déjà une voix qui allait? Oui. Ouais. Non, je pense que c'est assez... oui. Alors, c'est important la voix. Oui, ouais. C'est important. Oui, c'est vrai que c'est important la voix. Oui, c'est vrai. Mais là, non, c'est extrêmement facile et il y a rien. Et pour moi, il y a rien. Ouais, il n'y a pas eu à travailler là. Alors, j'ai fait du théâtre aussi petite. Donc, effectivement, peut-être que ça m'aide aussi. Oui, alors vous avez parlé de sites, etc. Alors, où peut-on se renseigner? Déjà sur l'hypnose, si on cherche, comment trouve-t-on Est-ce qu'il y a un site qui recueillerait des différentes... Non, vous n'êtes pas dans un... Alors, si, il existe un syndicat. Ah oui. La SDMH, par exemple, vous avez un site internet qui vous explique ce que c'est d'ailleurs l'activité aussi et le métier d'hypnothérapeute. Il y a pas mal d'informations sur le site du syndicat. Et vous avez aussi la liste des adhérents. Mais la meilleure solution, c'est le bouche à oreille. Ouais, le bouche à oreille restera de toute façon pour moi le plus important. Et votre ressenti face à un visuel, une manière de communiquer. Bon, alors vous, plus précisément, comment est-ce qu'on peut vous trouver? Donc vous êtes installé à Sartilly. Alors vous pouvez, juste en tapant Bérangère Guidé, en fait, Sartilly, vous allez trouver mon site internet, la manière de prendre rendez-vous au cabinet, ma page Facebook, Instagram. Et vous avez mis des petites cartes que vous avez mis un peu partout, oui. Non ouais. Je pense que c'est comme ça que je vous ai trouvé. Ouais. Oui, je crois que c'était avec une carte de visite. Que vous avez mis où dans les... Je les ai mis un petit peu partout sur Sartilly, les boulangeries aussi. Les magasins, ouais. Ouais, chez Boucher. Ouais. Et sinon, vous êtes installée depuis quand? Je ne sais plus si on l'a dit. Je suis installée à Sartilly là, depuis mars 2025. Alors justement, donc Sartilly, c'est pratique, c'est entre Avranches et Granville. Est-ce que vous avez d'autres adresses dans l'Ouest à nous indiquer Oui, je peux vous donner... à Plérin, donc ça va être Côte d'Armor, vous pouvez contacter Géraldine Chambenois. Sur Saint-Père aussi, donc le Sud-Manche, Lucie Pinson qui est spécialisée EMDR, donc ça c'est une autre pratique encore. On pourra en parler une prochaine fois, oui. Vous avez aussi Steven Bourdet à Trédion dans le Morbihan si vous souhaitez. Et puis je vous invite aussi à contacter, à consulter en fait le syndicat de la SDMH. Voilà.
On aura toutes les adresses et toutes les infos. Sachant que, comme vous l'avez dit, donc chaque personne fait différemment et il faut trouver aussi la personne. Donc, il y a le côté géographique, mais il y a le côté aussi humain. Oui, qui est plus important que le côté géographique. Ouais, il vaut mieux faire un peu de distance, mais trouver la bonne personne. Ouais. Mais écoutez, la prochaine fois, nous approfondirons le côté de l'hypnotisé, en quoi ça consiste exactement, ce que vous avez dit, un état modifié de conscience. Et aussi, peut-être une question qu'on se pose, est-ce qu'on est toutes et tous hypnotisables voilà, comment. Et puis, on va se quitter sur votre choix musical. Alors, qui est Janelle Monáe, Tightrope. Et pourquoi, là ? Elle donne une énergie, cette musique, elle est exceptionnelle. Et je me souviens très bien l'avoir vue en concert. Cette femme, elle dégage quelque chose d'exponentiel. Bon, ça va nous faire du bien aussi. Et merci beaucoup Bérangère Guidet et à une prochaine fois. Merci Sophie.